Le Lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 9. Let's go! Bienvenue à tous à ce 9e épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast. J'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Alain Mignot. Alain est un entrepreneur avec un parcours peu commun, mais ô combien inspirant. Élevé dans un milieu très pauvre, il n'a eu d'autre choix que de trouver des façons de se nourrir dès un très jeune âge. À l'âge de 15 ans, il quitte la maison familiale pour aller vivre en appartement avec son frère. Il cumule les emplois et peine à arriver, jusqu'au jour où la compagnie de machines distributrice pour laquelle il travaille déclare faillite. La compagnie lui paie alors ce qu'elle lui doit en machines distributrices et il profite de cette occasion pour se lancer en affaires, passant de 5 machines à près de 300 en seulement 2 ans. Son parcours entrepreneurial s'étend sur plus de 30 ans et touche à plusieurs domaines, dont les bornes Internet, la restauration et la vente de meubles antiques. Mais c'est grâce à l'immobilier qu'Alain va pouvoir enfin réaliser son rêve d'enfant, qui était de devenir millionnaire. Aujourd'hui, il est fondateur de WeRose, une plateforme de revendication qui offre tout le soutien nécessaire à celles et ceux qui souhaitent faire entendre leur voix et donner du poids aux actions citoyennes. Salut Alain, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au Lounge, c'est très apprécié. Ça me fait un grand plaisir. C'est toujours le fun quand des entrepreneurs prennent de leur précieux temps pour venir nous jaser de leur parcours puis de partager leur histoire. C'est vraiment très apprécié. Merci. Si tu veux en commencer, nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie présentement? En fait, présentement, je vis sur mes économies. OK. Donc, j'étais propriétaire d'un parc immobilier. OK. Et puis, finalement, ce sont les économies de ce parc immobilier, vu que j'ai démarré mon nouveau projet, OK. qui est la WeRose.com. OK. Puis justement, tu nous parlais de WeRose.com, qu'est-ce que c'est, puis comment est venue l'idée de ça? WeRose.com, en fait, c'est une plateforme de revendication sociale là où on peut activer des actions collectives. OK. Autant pour les animaux, l'environnement, l'injustice, l'économie. Et d'ailleurs, l'une des injustices présentement, c'est le recours collectif contre Hydro-Québec, les trop perçus. On a entendu parler dans les médias. Donc, c'est WeRose qui l'héberge. OK. Et d'où m'est venue l'idée? C'est pas une idée, c'est une passion, c'est un désir. Après avoir atteint un certain niveau de succès, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Après avoir vraiment bien dépensé, roulé toutes les voitures que j'ai voulu, mais on s'est dit, mais je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai toujours eu ce projet d'impact social que j'ai toujours voulu faire dans la vie, qui date probablement de ma jeunesse, et je me suis dit, mais Alain, commence-le donc. C'est sûr qu'une intuition m'est venue à l'idée, j'étais à Cancun, je relaxais, je faisais de la lecture, et là, paf, l'intuition me tombe sur la tête, et elle m'a dit, mais pourquoi tu commences pas ton projet à impact social? Lorsque j'étais de retour de Montréal, je me suis installé un bureau vraiment séparé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je dissocie mes activités de l'immobilier à ce nouveau projet. Et lorsque je passais du temps dans ce autre bureau, je me cassais la tête, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et que finalement, c'est un projet web là où on accueille des gens qui ont des revendications sociales pour justement faire face aux enjeux collectifs. OK. Une plateforme web un peu un forum ou un site à la Facebook? C'est un réseau. C'est un réseau social, absolument. Les gens, ils ont un profil, on peut voir à quoi tu as participé. Tu as une biographie, tu as un album photo. OK. C'est vraiment, un Facebook. OK, cool. Vous avez combien de membres à peu près? 360 000 membres. OK, quand même. Et 160 000 ici au Québec. OK. Les autres, c'est en France? Ou principalement en Europe? 80 000 en France. Après ça, on touche l'Angleterre. On touche. OK, c'est anglais aussi? Ou c'est juste anglais? Anglais aussi. OK. Ouais. Ah, c'est les deux? On est dans 228 pays. Oh my God, OK. Bon, c'est sûr. Il y a des gens qui sont seuls sur une île à quelque part. Ouais. On a des ambassadeurs dans 228 pays. J'étais surpris parce que techniquement,
selon, je crois, l'ONU, on est 196 pays, hein? 194. Quelque chose comme ça, ouais. Et il y a des gens qui me disaient ou me demandaient, mais comment est-ce que l'on peut avoir 228? Bon, je vous informe, là, je pense qu'il y en a à peu près 400 pays aux alentours, mais qui ne sont pas tous reconnus par l'ONU. Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire, parce que moi, je me posais la question, je disais, dans le fond, ça doit être juste des pays qui sont pas reconnus. Qui disait, peut-être le pape est inscrit. Oh my God! Méchante affaire. Mais sinon, tu nous parles un peu de ton parcours, justement. Comment t'es rentré dans l'immobilier, ou avant ça part de avant ça même? J'ai un parcours quand même assez atypique. Je le compte souvent, je le raconte. Je viens de Saint-Henri. Je dis toujours la même chose. Je suis né dans une ruelle, dans une poubelle, couvercle fermé. Ah boy. Et lorsque je dis ça, c'est juste pour démontrer, faire en sorte que les gens s'imaginent dans quel niveau de pauvreté là, qu'on était vraiment. Et pourquoi? Parce que j'ai quitté sur la rue pour ramener de la nourriture à la maison. On en a mangé les 50 livres de patates. C'est ce qu'on faisait. On épluchait les 50 livres de patates toute la semaine pour manger des frites. Oh boy. Et le matin, c'est du pain avec du sucre blanc là, qu'on étendait sur les toasts. Écoutez, lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour se payer un sapin de Noël, puis on essaye de faire un sapin de Noël avec du carton, des grosses boîtes de carton, le découper, là, ça se tenait pas. Et que finalement, c'est le voisin qui nous a passé son sapin de Noël. On était vraiment, vraiment pauvres. Foyer d'accueil, je suis allé dans les foyers d'accueil, après ça des collèges, ici sur la rue Saint-Laurent, avec les sœurs. Je sais pas si vous avez connu ça, là, les sœurs avec les gros chapeaux. Là, comme en fait, moi j'étais à la garderie avec des nonnes, des sœurs. C'est ça, OK. Et par la suite, je crois que j'avais 15 ans, je suis allé en appartement. Oh boy, OK. C'est un peu tôt. Un peu tôt. Mais j'ai aucun regret de ce que j'ai vécu. J'ai dit bye-bye à mes parents, à ma mère plutôt, parce qu'ils étaient divorcés, j'avais 1 an, mes parents. Et je suis allé avec mon grand frère en appartement. Mais pas plus tard que, je dirais, quoi? Je me souviens pas, mais 7-8 mois, mon grand frère, lui, il avait 18, moi j'avais 15. Ben, je l'ai pas mis à la porte, là, mais il s'est en allé. OK. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, je travaillais à 3,54 à l'heure. Ah boy. À l'aubainerie Croteau. Ça me prenait, sacrément, ça me prenait 2 jours mettre une épicerie. Et plus même. Ça n'a pas de sens. Et mon frère, lui, il amenait des girlfriends qui prenaient sa rue. Il faisait la fête, puis il vidait le fridge. Mais là. Donc, ça n'a pas été long. Il est parti. Donc là, à 15 ans, je me suis dit, Malin, débrouille-toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai eu toutes sortes de travail. Mais avant ça, bien sûr, j'ai travaillé dans les restaurants de patates et hot dogs. On me nourrissait. J'ai travaillé à la Maison des jeunes du Québec, ainsi de suite. Mais encore une fois, je reviens sur mon enfance. Lorsque, à Saint-Henri, lorsqu'un camion de nourriture se stationnait à l'arrière d'une épicerie et que le chauffeur rentrait à l'intérieur de l'épicerie pour livrer sa commande, nous, on était cachés et on sortait de notre troupe, on allait dévaliser le camion de nourriture. C'est bon. Ouais. Et je mettais ça dans mon congélateur qui était dans la maison. On était en famille dans ce temps-là. Et j'avais ma section, puis personne n'avait le droit de toucher à ça. On n'est pas dans la jungle. Non. On n'est pas dans une tribu, on est dans une famille pauvre de Saint-Henri. Bon, 15 ans en appartement, j'ai commencé à faire plein de job-in. Et à un moment donné, bien sûr, j'ai décroché l'école. Non pas parce que je ne voulais pas, parce que je m'emmerdais, sincèrement. Je trouvais que les professeurs m'apportaient pas, en fait, la bonne connaissance. Non, c'est ça. J'étais un enfant téflon à l'école. J'étais dans une classe séparée parce qu'on me disait super intelligent, mais vraiment anti-système. Donc, je me souviens, je demandais au professeur, mais pourquoi vous me dites ça? Là, il m'explique, non, je sais que tu connais la réponse, mais je veux savoir pourquoi toi, tu crois que ça, c'est la bonne réponse. Et je me souviens, on m'a mis à l'extérieur du cours, puis j'étais allé voir le directeur, puis je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai pas envie d'apprendre ce que lui pense, j'ai envie d'apprendre la vraie connaissance. C'est ça, un enfant téflon. On va aller plus que l'information, on veut creuser, puis on est anti-système. Donc, là, après ça, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école des adultes. Puis à l'école des adultes,
j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un représentant des ventes. Et je connaissais foutument rien aux ventes. Bon, j'en ai fait des choses avant ça, là. Et finalement, c'était une compagnie qui s'appelait Gamopop. Ça me dit rien. Gamopop, c'est une compagnie qui fabriquait des machines à condom. OK. Avant, lorsque moi j'étais jeune, je suis encore jeune pareil, lorsqu'on voulait avoir un préservatif, pour dire le beau mot, parce que les Français ne connaissent pas c'est quoi le mot condom, pas tous, il fallait aller voir le pharmacien puis lui demander une boîte de préservatifs. Et c'était pas mal gênant, là. Tu t'accotes au comptoir, puis là, c'est une jeune fille en plus ou une dame. Elle te regarde, t'as même pas 17 ans, t'es sûr que tu vas une boîte de condoms. Bon, aujourd'hui, c'est rien, là, mais avant, à 17 ans, tu demandes une boîte de condoms, t'étais pas mal gêné. Donc, ça se vendait super bien dans les salles de bain. J'ai travaillé pour eux, et pendant 6 mois, après ça, ils ont fait faillite. OK. Ils me devaient de l'argent. Donc, je leur ai dit un instant, il faut me payer. Et je me suis ramassé avec 10 machines à condom. 10 machines à condom. OK. Et je me souviens, ça m'a pris 3 mois avant de me décider de les installer. Puis c'est juste ça que je faisais pour cette compagnie. Et là, j'ai dit, OK, Alain, tu vas les installer pour toi. Et c'est vraiment le coup de commencer à être entrepreneur. Et c'est là que je les ai installés. Puis 1 an et quelques après, j'en avais 200 et plus. Puis ça, comment tu fais pour... toi, tu loues à une place, mettons, au restaurant. Mettons, tu vas au restaurant au coin de la rue, le Valentine, tu mets ça dans la salle de bain. Eux autres, est-ce qu'il faut que tu leur payes quelque chose? Ou exact. OK, faut que tu leur... Mais sur le coup, eux autres, ils te prennent une redevance sur ce que tu vends, mettons? Sur le coup, parce que lorsqu'on allait faire la collecte de la machine, on la dévissait, puis on prenait tout l'argent qui était à l'intérieur, on comptait, et on remettait souvent un 25 ou 30% des ventes aux propriétaires. En plus? Ou tout, ça comptait pas? Ça comprenait tout, là. Ça comprenait vraiment tout. OK. Ouais. Et ma job, c'était d'aller dans un bar. Comme je me souviens bien, le Belmont, c'était mon meilleur spot, un des meilleurs spots. Puis j'étais dans la salle de bain. Ce que je faisais, je buvais une bière, bien sûr. Puis je regardais les gars crinquer, mettre $1 pour avoir un condom. Parce que c'était des condoms avec des cock rings, des finger ticklers, toutes sortes de choses. Le finger tickler, c'est drôle, mais c'est un condom qui va au bout du doigt pour les dames. J'avais mis ça dans un bar, l'Ardem, un bar de lesbiennes, sur la rue Sainte-Catherine. Oh my God, ça se vendait le pain chaud. Et après, bien sûr, les cock rings, toutes sortes de choses. J'ai eu des machines à gomme. Machines à gomme à chlorette. J'avais installé ça au coin de Saint-Martin, à Raova-Souvlaki. Écoute, quand tu veux manger là, tu sors de là, c'est sûr, tu pues de la bouche à 10 pieds. C'est tellement, il y a tellement de l'ail puis d'oignon, Je me souviens, j'avais installé ma machine 1 semaine et demie après, Soula, elle m'appelle, elle me dit, venez remplir votre machine. Jean, je me voyons, c'est impossible. En principe, ça prenait 2 mois avant que la machine se... OK, 2 mois à peu près. Puis là, 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, $800, 2 machines, $400 chaque. Oh shit. J'arrive, elle est vide. Wow! Puis il y a l'argent dedans. Ça pouvait contenir quand même pas mal. $400 ah ouais? En 25 sous. Je suis surpris. Ouais. Tu sais, le market fit. Ouais, tu mets de la chlorette à bon endroit, ce que le monde mange. Ça, c'est le market fit. J'avoue que c'était écœurant, ça. Une belle méchante idée. Un autre, super sex. C'est clair. Une machine à tampons. OK, ouais. Je m'en vais voir le propriétaire, puis il trouve ça correct comme idée. Il fait de l'argent en plus. Il faisait un 30%. Lui, 1 semaine après, il m'appelle. Il me dit, Alain, viens remplir ta machine. Mais je dis, comment est-ce que la machine... J'étais sûr, parce qu'il y a un poids qui était un poids à l'intérieur de la machine qui fait en sorte que tous les boîtes se descendent bien. J'étais sûr qu'elle était bloquée. Mais non, elle n'était pas bloquée. Elle était vraiment vide. Et là, je lui disais, mais comment est-ce que la machine peut se vider? Il me dit, Alain, j'ai 220 danseuses ici. Oh my God. Oh my God. Donc, j'ai installé 2 machines, une autre machine à tampons dans les loges directes, imaginez-vous, dans les loges directes des danseuses. J'avais des bons spots. C'est clair, hein? Je m'en souviendrai toujours, à Raova-Souvlaki, j'avais un vieux bazou, là. C'était un Honda Accord. La plus vieille. Et tellement qu'elle était rouillée, j'avais vissé en dessous
de la voiture parce que lorsque je freinais, le dash crochissait parce que le frein m'était tout rouillé, était pété en deux. Oh my God! Puis j'avais peur qu'elle se détache, j'ai mis des barres de lit de métal en dessous. Je les avais vissées avec le frein. J'avais tellement de rouille sur la voiture, à l'extérieur, sur la tôle. À un moment donné, on remplissait les machines, mais on avait des boîtes d'argent. C'était des boîtes d'argent pleines, c'est pesant. Mais ouais. C'est très pesant. T'en as 3 dans les mains, là, good luck, là, c'est très pesant. Et à un moment donné, je sors d'un stationnement, puis ma valise, elle a écrasé sur mes 2 roues. Je n'étais plus capable d'avancer. J'étais crampé de rire parce que je comprends maintenant pourquoi que la Brinks, c'est des gros camions. Ben oui, lorsque tu as 10 boîtes de 25 sous de dollars là, dans ta valise, puis une valise rouillée, ça a tout écrasé. Ce que j'ai fait, il y avait un concessionnaire Toyota, juste à côté de la Rawa Souvlaki, puis je suis allé acheter un Toyota 4Runner à 48 000 $. J'avais à peine 22 ans, 21 ans. Oh my God! Mais t'avais quand même les moyens, dans le fond. Je déclarais rien. OK. Puis le mec, il me disait, il dit oui, mais vous déclarez rien. Ben, je dis, viens avec moi, j'ai juste un spot là ici qu'il faut payer suffisamment la voiture. Et finalement, Il a accepté? Ah, ils m'ont loué la voiture, le camion. Oh God. Après, les machines à condom, machines à café, machines à liqueur, j'avais plein de machines à Montréal. J'ai tapissé Montréal au complet de machines. Et là, il est venu un temps, on était à peu près dans les années 94. Moi, ça, j'avais demandé, ça prend dans quelles années, ça? Ça, je te dirais 92, 13. OK. Et 94, le monde va rire, mais lorsque je présente, je démontre une photo, puis je demande aux gens, est-ce que vous savez c'est quoi? Les gens disent, non, c'est quoi? C'est une borne Internet. Ils disent, hein? Avant l'Internet, il n'y avait pas ça dans les foyers. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun putain de téléphone avec l'Internet. Puis il y avait personne ou quasiment personne qui avait l'Internet à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé des machines, des bornes Internet des États-Unis. On a planté un ordinateur là-dedans. Terminus Voyageur sur Berry, Quartier Latin Cinéma, Fairview Pointe-Claire, Côte-Vertu et Galerie d'Anjou. J'en avais 5 pour commencer. Les gens mettaient $1. Ils avaient 15 minutes pour aller sur la Toile du Québec. Google n'existait pas. Ah, la Toile du Québec, je m'en souviens. Ils allaient sur la Toile du Québec aller chercher leur mail. C'est vieux, ça. Et dans ce temps-là, ça prenait 2 minutes pour loader une page. Ouais. Qu'est-ce que j'aimais? Pas besoin de remplir de friandises ou de condoms, les machines. Je me levais le matin et ben je voyais tout la navigation des gens et combien est-ce que la machine avait rapporté. Ça me prenait une ligne sèche de Bell Canada, point. C'est tout ce que ça me prenait. Pour vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. J'ai vendu, heureusement. OK. Ah oui, l'Internet est partout Ben aujourd'hui. J'ai vendu, je pense que 2 ans après, j'ai vendu. 2 ans, c'est ça? Je me demandais combien de temps à peu près. 2 ans après. OK. Mais le gros tournant de ma vie, ben, j'en ai eu là, d'autres. J'ai importé des meubles antiques de la France avec des Français. OK. Ça s'appelait JP Antiquité. On payait 500 francs un armoire, puis on l'amenait ici, puis ça se vendait 3000 $. 500 francs. Fait que c'est fois divisé en 4, je pense, les francs. Quand Ouais, j'étais en France, c'était ça à peu près. c'est OK. ça. Mais Et ça, il c'était- fallait quand même vérifier. Sûrement, tu pouvais te faire avoir pour être sûr que ce soit antique pour vrai. Là. Je sais pas Non. ça, non? On prenait ça, ils mettaient ça sur la rue pour jeter. On amenait ça ici. On disait que c'était du Louis XVI, du Louis n'importe quoi. Le monde achetait. On était au coin de Berry et Prince-Arthur. OK. Prince-Arthur et Berry. Berry, Prince-Arthur ou Duluth? Prince-Arthur. Ouais. J-P-A, le A pour Alain, Antiquité. Ouais. Bon, j'ai eu ça. J'ai été enseignant au Projet Part. J'ai fait... enseignant au Projet Part, c'est une école des adultes. OK. Des gens qui veulent retourner sur le marché du travail. Il y avait un poste. Quelqu'un me dit, bon, il y a un poste pour enseignant. J'ai dit, OK, je vais appliquer. Et je l'ai eu. Comment j'ai fait, j'ai aucune idée. Oh my God. Mais t'as-tu un diplôme, ça? Je me demandais, t'avais Non. l'âge... Non? Pas du tout. C'est bien drôle, ça. T'enseignes, pis t'as même pas de diplôme. Je gagnais 27 $ à l'heure. Ah ouais? J'avais 23, 24 ans. 24 ans. C'est bol quand même, hein? J'enseignais à des adultes les matières premières pour l'entretien ménager.
Oui, je les connais, les pattes de couleur pour faire un déboffage, un décapage. OK. Ben, en fait, j'ai pas eu le choix de les apprendre. Ouais. Je me souviens, la veille de mon premier cours, là, j'avais rien étudié de la matière qu'il fallait que j'enseigne. J'étais dans un restaurant à 2 rues de là. Et puis, je me suis dit, go, Alain, il faut que tu enseignes la matière. Mm-hmm. Bon, j'étais aussi directeur des ventes d'un centre de distribution RGT. J'en passe. À un moment donné, ça c'est vraiment le coup de bombe dans ma vie, à part que j'en passe là, à part de dire que j'ai côtoyé toutes les ashrams de Montréal. J'en ai fait des affaires. Les quoi, ça? Les ashrams. Je connais pas. Que ce soit les Krishna, les bouddhistes. Ah, OK. Je suis allé voir les Raéliens, j'étais pissé de rire dans mes culottes. C'était drôle comme l'enfer. J'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche d'une certaine vérité, ne serait-ce dans les Écritures, mais de par mon enfance. À un moment donné, on devient curieux. Mm-hmm. On devient curieux, puis on veut savoir, mais pourquoi je suis né dans une famille si défavorisée, et le pourquoi, les pourquoi. En fait, j'étais enfant teflon. Et après avoir fait cette quête, je dis toujours aux gens que je me suis reprogrammé. Il fallait que je me reprogramme de mon enfance, parce que j'avais des peurs, puis d'un côté, je voulais réussir. Ouais. Réussir à tout prix à être hyper riche. Parce que je me souviendrai toujours, lorsque j'étais au primaire, une fois, je sortais de l'école, puis je courais toujours lorsque je sortais de l'école pour être le premier à arriver devant le réfrigérateur sur l'heure du dîner. Pour être sûr d'avoir de quoi? Pour être sûr de manger. Parce que si j'arrivais le deuxième ou le troisième, ben, il n'y avait plus rien. Puis une fois, je suis arrivé avec ma sœur, en même temps, après moi, elle a appris à courir. Et on s'est battu devant le réfrigérateur pour manger des restants de la veille, puis il y a 2-3 jours. Mm. Ma mère, elle dormait, elle avait fait la fête. Vous imaginez un peu le scénario. Mm-hmm. Et je me souviendrai toujours, j'étais allé dans ma chambre, puis j'étais accroupi dans le coin, et je pleurais, puis je me disais, un jour, je vais être millionnaire. Mais à cet âge-là, on ne sait pas c'est quoi être millionnaire. Mm-hmm. On veut pas s'acheter une belle voiture, on veut pas s'acheter des bijoux, on veut juste bien se nourrir. C'est juste ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, lorsque j'ai commencé à l'immobilier, j'avais peur. Et je me disais, mais Alain, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et là, de tout ce que j'ai déjà appris, je me suis vraiment reprogrammé. Dans l'inconscient, toute cette mémoire latente, qui est l'inconscient d'ailleurs, qui date de ma jeunesse, préprogrammée de par mon éducation, il a fallu que je la prenne puis je la refasse, je la reprogramme. Aujourd'hui, c'est super populaire aujourd'hui. C'est beaucoup plus populaire de dire, bon, on va se reprogrammer, notre code ADN, il sert à 3%, on le sait à 3% à peine à quoi il sert, les acides aminés, puis ainsi de suite. Mais tant qu'au reste, on ne le sait pas. Ouais. Bon, moi, j'invite les gens qui nous écoutent, si vous êtes entrepreneur, vous avez des peurs, des embûches, à aller faire de la bonne lecture sur comment vous reprogrammer. Parce que oui, c'est faisable. Et là, après avoir fait cette reprogrammation de moi-même, je tenais plus là, les 2 pieds sur la terre. Il n'y avait pas de limite. Et puis d'ailleurs, il n'y en a pas de limite. Mm-hmm. Elle est vraiment entre les 2 oreilles. Et lorsque je présente, là, j'ai une fusée dans le dos là, pour dire j'étais prêt à décoller. Là. Et un jour, j'avais un client. Ben, j'avais compris une chose, que faire de la rénovation, c'était payant. J'étais surtout pas un gars de rénovateur, en rénovation. En fait, j'étais allergique à la poussière quasiment. Et j'avais un client qui me donnait des bons contrats. J'avais commencé avec des contrats de 6, 8, 10, 12. Puis j'étais rendu dans les calibres que je refaisais des 100 unités, des 60 unités. Oh boy, OK. Et ça, c'est pas, on n'a pas 3 ans pour le faire, là. On a 8 mois maximum pour refaire un 100 unités. Les cuisines, les portes, les fenêtres, les salles de bain, la toiture, les passages, les descentes d'escalier. Il fallait tout refaire. On cassait tout puis on refaisait tout. C'est bon. Puis un jour, j'avais 27 ans. Et là, je me disais, j'étais prête à acheter mon premier sixplex. J'étais à Verdun, dans mon appartement, au 10 Troy rue Verdun.
j'avais mon bureau dans ma chambre, mon bureau Ikea. Et là, je me disais, Alain, prends ton courage à deux mains, puis appelle ton ça a été mon mentor, là, je le dévoile, mais appelle cette personne qui est ton client. Et j'avais un verre de vin, j'avais l'habitude de prendre un verre de vin le soir, bien sûr. Et là, je l'appelle. Je signale, je dis, bonjour, Monsieur Turek, ça va bien? Puis c'est un Yougoslave. Il dit, oui, Alain! Je dis, Monsieur Turek, je vous appelle parce que je voudrais peut-être vous demander de l'aide. OK, pourquoi? Je dis, Monsieur Turek, j'aimerais acheter un sixplex. À une condition. J'ai dit, laquelle? Que tu achètes un 60 logements. What? Et là, oui, what? Et là, 3 secondes de silence. Regardez la réponse que j'ai dit. Monsieur Turek, vous avez ajouté un 0. Tout de suite. Mais crois-tu stupide? Non, Monsieur Turek, mais Monsieur Turek, je vais toujours m'en souvenir. Ouais. C'est des souvenirs qu'on va toujours... Et j'ai dit, non, Monsieur Turek, mais je dis, Alain, il y a moins de risques. Ah, il y a moins de risques. Oui, je te le dis. Mais de toute façon, Monsieur Turek, j'ai pas l'argent. Je sais, je vais te la passer. Oh my God. Silence. Vous allez me passer l'argent, Monsieur Turek? Oui. Je dis, OK. Aïe! What? Ouais, voyons, non. Et là, je prends mon verre de vin, là, clou, je le cale. Là, je dis, what? Il vient de me dire qu'il veut me passer l'argent pour acheter un 68 unités. Histoire courte, il m'a passé 400 000 $. Il m'a dit, tu me payes 12 % par mois. Oublie pas. Et mon premier immeuble a été un 68 unités. Oh God. 68. Il me dit, tu rénoves, tu augmentes les revenus, tu refinances et tu me repayes. Et c'est ce que j'ai fait. Wow. Je suis devenu un spécialiste en immobilier, pas parce que j'ai étudié l'immobilier, parce que j'ai appris à nager dans l'immobilier. Il y a une putain, excusez-moi l'expression, de différence. Si tu sais pas c'est quoi nager dans l'eau chaude, la meilleure des choses, c'est de sauter dans l'eau. Et lorsque j'ai sauté dans cette aventure, je ne savais même pas s'il y avait de l'eau dans la piscine. Imaginez, vous plongez là. Ouais. Et aujourd'hui, je le dis toujours, n'ayez pas peur, les entrepreneurs. Il faut oser le faire. Ça me fait penser à mon fils, lorsqu'il était sur le bord de la piscine, puis il voulait apprendre à plonger, son premier plongeon. Il était à 1 pied de l'eau. Puis là, je dis, ah ouais, il était accroupi, là. Il avait ses 2 mains comme une fusée devant lui. Go, 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 go. Je ferme-toi les yeux, Jérémy, puis plonge. Je claque, il a plongé. Oh my God. C'est aussi simple. Il faut oser plonger. Dans mon cas, je me suis pas posé la question s'il y avait de l'eau ou pas. Mais qu'est-ce que je me disais? Alain, tu viens de Saint-Henri, dans une ruelle, dans une poubelle. Qu'est-ce que tu as à perdre? Non, c'est ça. Rien. J'ai vécu une pauvreté vraiment extrême, donc qu'est-ce que tu as à perdre? Ton luxe? Ah, voyons. Amène-moi des poches de patates, puis je vais être capable de me nourrir. D'ailleurs, j'aime les frites. Donc, ça a été mon premier immeuble, après ça un 61, après ça un 100, puis après ça un autre. Et j'ai tout vendu en 2005. OK. J'avais 33 ans, l'âge du Christ. Tout vendu. Et c'est la première fois, je vous le dis, c'est la première fois que j'ai eu une sensation, peut-être lorsque je vais mourir, ça va être la deuxième fois, une sensation de légèreté, là, on dirait que je flottais de mon siège, j'étais chez Raymond Chabot, Grand Tintin. Un groupe a tout acheté, 307 portes, ils ont tout acheté. Oh shit. Et puis, j'ai flotté. C'est clair. Et à ce moment-là, oui, j'étais multimillionnaire. Et boy. Mes premiers millions. C'est le fun, hein, pareil? Et là, je me disais, bon, Alain, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ça la question. À cette heure, tu dépenses tout? Malgré que j'ai bien dépensé mon argent, lorsque j'achetais une voiture, je ne l'achetais pas ici. Bon, faut s'entendre, le dollar canadien a été fort pendant un certain temps. Ouais. Mais j'ai toujours acheté mes voitures aux États-Unis. Toujours.
Porsche 911, 4S, une Porsche GTS, Mercedes, Land Rover, Range Rover, whatever, tous. Toujours dans l'esprit de l'économie. Mon mentor, qui est celui qui m'a passé l'argent, il m'a dit « Alain, t'es le premier juif québécois que je vois sur cette terre. » Autrement dit, même si on en a beaucoup, ça veut pas dire de tout flamber d'une manière, ça veut pas dire de flamber d'une manière irresponsable. Voilà. Et après, ces 2 années sabbatiques, entre parenthèses, je dis sabbatique, j'ai profité de l'occasion d'ouvrir 2 restaurants. Mais en fait, j'avais commencé à en ouvrir un pendant le temps que j'avais encore mes immeubles. OK. Je trouvais ça glamour, c'était un lounge, c'était super agréable. Puis, quelle sensation de voir ton restaurant hyper plein. La musique, c'était bien jazzé, c'était super intéressant. C'était bien. Mais, bordel que ça rapporte pas du cash. Comment ça s'appelait pour la femme? Presse Café. C'est des chaînes Presse Café. Ouais, à ce temps, c'est ça, j'ai été la semaine, là, 2-3 semaines là-bas. Absolument. Au coin de, il n'existe plus maintenant, Tachereau, dans l'entrée du Mail, centre d'achat sur Tachereau. OK. Mail Champlain. Ouais, OK. Et puis, un dans le quartier 10-30. Mais c'est, non, c'est au 10-30? Non, il y en a un à Boucherville à ce temps, je pense. Ah oui, ça fait longtemps que Boucherville, il est là. OK. Absolument. Ouais. Ah, ça, je savais pas, je connaissais pas ça. Ah ouais, puis c'est ça, c'est toi qui avais parti ça? Non, c'est pas moi qui les ai partis, OK, c'est moi qui ai acheté. OK. On a eu les nouvelles générations des Presse Café, parce qu'avant, ils étaient vraiment bruns. OK. Et puis là, on l'a fait designer. Écoute, moi, je le trouve super beau. Ouais. Les nouveaux styles de peinture, de couleurs. C'était bien. Mais, l'enfer. Ça rapporte pas. Ah, tabarnak. Lorsqu'il faut que tu te chicanes, non pas chicaner, mais j'arrivais à la caisse. C'est quoi le problème, les filles? Et là, on me disait, ben, c'est parce que ça fait 2 fois qu'elle retourne son café. Ben, c'est parce qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite, la cliente. On me disait, non, Alain, elle revient, puis il reste même pas un quart dans la tasse parce qu'elle veut l'avoir gratuit. Bon, là, je prenais les choses en main. Madame, mais on s'obstine pas, là, ça coûte 20 cents, putain, faire un café. Ce que je veux, c'est qu'elle revienne, même si à un moment donné, il faut que je lui fasse réfléchir, OK, elle peut pas toujours l'avoir gratuitement. Mais au moins, elle mangeait, on essayait de lui vendre autre chose. Mais c'était vraiment agréable, le Presse Café. J'aimais cette sensation. Mais ça n'a pas été long, là. Je crois 1 an et demi, puis je disais à mon ex-femme, écoute, ceux on est allé en Floride, là, puis on est allé dans un quartier, puis je disais, tu vois, celui qui a un yacht à 50 pieds, là, il vend sûrement pas des panini. Non, je suis sûr, il moi. vend sûrement pas des panini. Donc, lorsqu'on est revenu, je dis, on va mettre ça en vente. Et c'est ce qu'on a fait, on a mis ça en vente. OK. J'ai fait du day trading. Je suis diplômé sur day trading parce que plus jeune, je m'intéressais toujours à l'économie, école Lune Boys. Donc, je suis allé aussi à l'école à la Bourse de Montréal. OK. Cool. Donc, après, j'ai fait du day trading pendant 1 an. J'ai commencé à donner de la formation en immobilier. Et 2 ans après mon premier parc vendu, je suis retourné dans l'immobilier. Ouais. Ça te manquait ou parce que tu voulais faire plus? Parce que tu connaissais ça. Puis... En fait, je suis pas retourné dans l'immobilier pendant ces 2 années. C'est une raison de fiscalité, d'imposition. Donc, il fallait que je me tienne tranquille. C'est ce que j'ai fait. Et par la suite, je suis retourné dans l'immobilier. Pour faire mieux. Et voilà. Et là, à un moment donné encore, j'accumule des immeubles. Mais on fait quoi? Et c'est là mon histoire de Cancun. Mon intuition vient et puis je me dis, mais fais donc quelque chose qui peut rapporter à la société. Ouais. Ah, c'est le fun. Là, ça fait combien de temps que We Rose, ça a été lancé à peu près? L'idée de We Rose est arrivée en 2013. OK. 2012, 2013. J'avais appelé mon gars de design, Yannick, et j'ai dit à Yannick, je veux te voir 2 fois semaine. Il faut que je commence mon projet. Il dit OK. Ça a toujours été des bons souvenirs parce que il venait dans mon bureau, on se tapait une douzaine de beignes, là,
Puis là, on avait envie de dormir l'après-midi parce que là, je lui disais, dessine. Et là, j'avais des idées. Et là, finalement, on mettait ça sur maquette. Et finalement, c'était un bordel monumental. Et c'est là qu'on s'est aperçu, je pense qu'il nous faut un fil de, comment on appelle ça? Un fil conducteur, non, un fil de navigation. OK. Et c'est un gros, énorme papier, bien sûr. Et ce fil de navigation-là, il faut savoir comment le faire. Et c'est là qu'on est allé chercher des outils Hackshare pour monter justement la plateforme. Mon premier projet, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et lorsqu'on l'a programmé, ça marchait pas. Okay. Il faut avoir une logique dans la navigation. J'avais une entente avec la chaire en éco-conseil, la CAQ. Pas la CAQ, la chaire en éco-conseil à Chicoutimi, comment est-ce qu'on l'appelle? Il connaît même pas ça. Tu le couperas. Pas de trouble. Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas la CAQ, c'est la le putain. CAQ, là, mais... C'est le parti politique. Chaire, éco, whatever. Je reprends. J'avais une entente avec l'Université du développement durable à Chicoutimi. OK. Et c'est avec eux que j'ai développé le projet, d'ailleurs. De We Rose? Ça s'appelait pas We Rose dans ce temps-là. Ça s'appelait, j'ai honte de le dire, mais je suis gêné, mais bon. Ça s'appelait « Un à un, changeons le monde une personne à la fois ». OK, c'est long, hein? Oh my God! Non seulement c'est long, mais on dirait que c'est un salon de bronzage. On dirait que c'est un nom de salon de bronzage. Voyons, Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une firme marketing qui m'a vendu ce nom-là. Oh my God. Et là, je lui disais à cette firme, je ne dirais pas le nom, « Es-tu sûr que c'est bon? » Oui. OK. Ça fait salon de bronzage, je sais pas, en tout cas. Donc, j'ai essayé d'enregistrer cette marque un à un, changeons le monde une personne à la fois aux États-Unis puis un peu partout. Et là, aux États-Unis, un à un, je crois que en anglais, ça fait comme l'ONU. Et on avait un problème. Comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ce nom en anglais? Fait que là, je dis, comment est-ce qu'on va faire? Tu m'as pas dit que tu voulais être partout dans le monde. Non, mais attends, c'est parce que sur le web, je peux pas limiter, là, quand même, on ne met pas des barrières. Bon, histoire courte, avec la chaire en éco-conseil, on a fait un projet puis on demandait aux gens de s'engager à faire quelque chose pour améliorer l'état de la planète. Mais ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ne sont pas exposés puis ils n'ont pas de mérite auprès des autres pour que les autres puissent voir qu'est-ce que tu fais comme effort pour améliorer la planète, souvent, il n'y a pas grand motivation. Ouais. Si tu veux changer seul, écoute, si tu es sur la planète Mars, tu es le seul sur la planète, là, puis tu te dis, je vais changer pour améliorer l'environnement, il n'y a personne qui te voit, ils sont où les conséquences? Il n'y en a pas. Donc là, à un moment donné, j'ai travaillé avec une stagiaire, on a passé l'été à faire des choses ensemble, et puis, après, je suis allé voir une boîte de UX Experience, ça s'appelle le U-Centrix. OK. On a créé des personas, et là, elle me dit, Alain, on va te faire des tests de ton projet. Bon, je dis OK. Et qu'est-ce que vous allez faire? Elle m'a dit, ça s'appelle, pour commencer, ça s'appelle un Destroy Check. OK, ça veut dire? Oh, je dis, c'est épeurant, ça. Et ils te font un topo, une analyse de ton projet. Et le rapport disait plein de choses. Et à la fin, il n'y a rien à faire avec ce projet. Et lorsque je l'ai appelé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, faut que tu le prennes puis il faut que tu le mettes à la poubelle. 250 000 $ après, Hey boy. je me suis retroussé les manches et j'ai dit, OK, on va recommencer. Et nous avons recommencé. Au complet. Et c'est ce que nous avons, bien sûr, comme plateforme aujourd'hui, We Rose, et non pas un à un changer le monde à une personne à la fois. Aïe, aïe. Et je suis allé voir tous les grandes compagnies de ce monde, là, de marketing, LG2, bleu, blanc, rouge, super intéressant. Moi, j'invite tous les entrepreneurs qui ont les moyens d'aller voir ces boîtes, de les contacter, bien sûr, et de travailler avec des gens qui connaissent
le marketing. En fait, je lance même un appel, puis une mise en garde. J'ai des gens qui m'ont dit « Ah Alain, je fais du marketing, combien est-ce que tu charges? 130, 140 $ à l'heure. Ben, parce que chez LG2, on est capable d'avoir du monde à 150 $ à l'heure. Et ils sont top professionnels. Incroyable. On a étudié plein de choses que jamais une firme de marketing, petite soit-il, ben, je ne suis pas tout allé les voir non plus, m'ont proposé. Lorsqu'on étudie les comportements archétypaux, là, le monde dit « What? C'est quoi les comportements archétypaux? » Hollywood les utilise. Toutes les grandes sociétés les utilisent. Parce que dans notre sphère de société, il y a des types de comportements qu'ils ont recensés. Et pas juste le marketing. Ouais. La politique, il y en a plein. Autrement dit, dans ces 12 comportements, il y a sûrement un des comportements qui te colle aux fesses. Ah, c'est clair. Et lorsqu'ils font le produit, ils le font pas. Toi, lorsqu'on achète un produit, ils disent « Ah, j'aime ça. » Non, c'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce qu'ils l'ont fait pour toi. Parce qu'ils ont étudié à l'avance ce que tu étais pour aimer. Parce que tu fais partie d'un comportement de masse. Oh my God. Archétypaux. Pour te donner un exemple, on m'avait posé la question, Alain, comment te sens-tu? Un héros ou un rebelle, de par mon projet? Moi, j'ai dit, ben, les deux. Un héros rebelle, j'aime ça. Et là, elle me dit, est-ce que tu écoutais Robin des Bois étant jeune? J'ai dit oui. Est-ce que tu as écouté Robin des Bois avec Costner? J'ai dit oui. Est-ce que tu as écouté le dernier Robin des Bois avec un tel? Je dis oui. Et là, je commençais à comprendre qu'il y a un pattern. Ils ont ressorti des Robin des Bois depuis mon enfance jusqu'à temps j'ai 30 quelques années, peu importe, 40. Et je les ai tous écoutés. Comment ça se fait? Même Hollywood sait identifier les comportements. Donc, les comportements archétypaux, là, c'est super important de les étudier. En fait, c'est ce que j'invite les entrepreneurs à prendre connaissance. À titre d'exemple, Harley Davidson, est-ce que vous croyez qu'Harley Davidson, pour promouvoir son produit, va faire un concours de chaises berçantes? Non. Je pense pas. Non. Leur type de clientèle, le caractère de leur type de clientèle dans les comportements archétypaux, c'est le rebelle. Toute personne qui est rebelle dans la vie, de par une définition que le marketing, les politiciens, peu importe, ont fait, c'est leur genre de clientèle. Le héros Nike, la même chose. Ouais. Nike, toute leur publicité, c'est des winners, c'est des gagnants. Tu te donnes à fond la caisse pour justement te sentir un héros. Et les gens se reconnaissent au travers de ça. Clairement. Étudier ça, les comportements archétypaux, c'est super intéressant. Et on a fait toutes sortes d'études aussi. On s'est penché sur le cas, lorsqu'on aide une personne, est-ce que vraiment on commet un acte altruiste ou un acte égoïste? Bonne Et question. c'est une bonne question. Hein? Moi, je vais être sincère avec toi. J'ai plutôt tendance à croire que dans notre société ici, lorsqu'on aide, c'est plus un acte égoïste qu'altruiste. OK. Et pourquoi c'est un acte égoïste? Parce que si ça te rapporte rien comme émotion, comme sensation, t'as pas envie d'aider. Je vais aider une personne dans un domaine qui va me toucher personnellement. Mais un autre va être en train de pleurer et de mourir, puis j'irai pas l'aider parce que ça me touche pas. C'est simple. Ouais. Du fait que moi, j'en ai vendu des palettes de chocolat, puis j'en ai passé des journaux, puis des circulaires le week-end, lorsque j'étais jeune. Lorsqu'on sonnait à ma porte, puis je voyais le kid avec sa grosse boîte de chocolat, quasiment plus gros que lui, là, genre, je faisais une face, s'il veut me vendre une palette. J'en mange pas de chocolat, puis je suis sûr qu'il y a quasiment 7-8 $ sa putain de palette de chocolat. Et c'est vrai, ils sont chers. Ouais. Ça n'a pas de sens.
Tu sais ce que je faisais? OK. Combien ta palette? 7 $ monsieur. C'est pourquoi? Là, il me dit, ah, c'est pas correct. Oui, mais c'est pas correct. Je vais t'en prendre 10. Les boys. Là, il dit, 10! Là, il capotait, le jeune. Je le sais comment est-ce qu'il est brave. Je le sais comment est-ce qu'il se sent fort. Et moi, ça me rappelait lorsque j'étais jeune que j'avais le courage d'aller sonner à la porte pour justement vendre mes palettes de chocolat. Je sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts à faire. Ça, moi, faire ça. Ben oui. Et à l'école, on nous obligeait. Ouais, c'est ça. C'est les seules fois que je le faisais, là. Et aujourd'hui, si tu l'achètes pas de ton propre fils, là, avec le popcorn qu'il faut que tu achètes, ben, il revient les mains bredouilles. Ouais. Et là, tu veux pas. Tu achètes le popcorn. J'ai eu le popcorn, mon fils il a fait les scouts. OK. J'ai eu la boîte de popcorn pendant 3 ans dans le garde-manger. C'est pas le meilleur non plus, là. Mais tout ça pour dire aux entrepreneurs, oui, les comportements archétypaux, c'est super intéressant à étudier. Votre marque, c'est quoi? C'est quoi la promesse de votre marque? Chaque marque, des grosses marques, on s'entend, ils ont une promesse. Puis dans tout leur champ d'activité qu'ils doivent faire, ils doivent respecter la promesse qu'ils ont faite à leurs clients. Si moi je dis, là, ça, mon brand, ça va faire ça, bien, il faut faire en sorte que toute activité, toute vente ou tout marketing que l'on doit faire doit respecter la promesse de marque. C'est pour ça que les gens aiment la marque. Si tu fais autre chose, combien est-ce qu'il y en a eu des marques qui ont été là, englouties par après? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient plus où se lancer. Ouais. Ils ont fait autre chose. Finalement, toute la clientèle, tous leurs adeptes, tous leurs influenceurs, ben, à un moment donné, ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que ils font plus ce que je pensais qu'ils étaient pour faire. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Le territoire de la marque aussi est important. Enfin, on a fait toutes ces choses. On a étudié les couleurs, on a étudié les noms pour en arriver à We Rose. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est le W-E, Rose. Mais ça, au début, je me demandais si c'était pour We Heroes ou si c'était pour Web Heroes, là, le W, là, mais... Ah, c'est une bonne remarque, le Web Heroes. C'est le We ensemble, héros. C'est à ça que nous avons pensé, en fait, l'équipe LG2, pour justement centrer la marque sur nous-mêmes, mais collectivement. D'ailleurs, lorsque j'étais avec eux, LG2, je les recommande, lorsque j'étais autour d'une table et on parlait du projet, à un moment donné, je leur ai dit, il faut vraiment arrêter d'utiliser le mot changement. Là, ils m'ont dit, ben, on était 7, 8, tous des spécialistes, là, incroyablement qualifiés, puis je te jure, là, il y a du savoir autour de cette table, là, autour de ces gens. Ils me disent, mais Alain, qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot si tu veux pas qu'on utilise le mot changement? J'ai dit, premièrement, il faut prendre conscience d'une chose. Le mot changement a été dilué par l'inaction. On s'entend? Oui. Mais pourquoi? Mais parce que si le mot changement était de l'action, ça fait longtemps qu'on aurait changé les choses. Ah oui, OK, bon, good. On part du bon pied. Et deuxième chose, lorsque les politiciens utilisent le mot « nous sommes le changement » sur leur caravane, rien ne va plus. Ça marche pas. Et là, il dit « mais qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot? » Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler étrange, mais pour moi, le changement, c'est le mouvement dans le silence. Et là, comme vous tous, vous posez la question, quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Et là, je leur ai dit, oui, je sais, je parais spécial. Le mouvement dans le silence. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit, non. Ça veut dire, ferme ta gueule et bouge. C'est ça que ça veut dire. Le mouvement dans le silence, parce que t'es pas obligé de dire que tu vas faire quelque chose. Fais-le donc. Et à partir de là, je dis toujours que le changement est dans l'action. C'est tout à fait normal. Et que oui, si le changement était vraiment dans l'action, c'est vrai, mais si on avait dû faire le changement, ben ça fait longtemps qu'on aurait été pas mal plus avancé sur les enjeux, ou on aurait été pro-enjeu sur qu'est-ce qui se produit présentement. D'ailleurs, pour terminer juste sur ce sujet,
lorsque je fais une présentation, je démontre toujours une slide avec la phrase de Gandhi. Soyez ce que vous voulez voir dans ce monde. Et je dis aux gens, qu'est-ce qui va pas dans cette phrase-là? On a toutes les solutions, on sait que ça va nous péter d'en face, on sait qu'il manque des poissons, on sait qu'on a perdu 50% de la biodiversité, on sait que la chaîne alimentaire est en train de s'inverser, ça prend 200 litres d'eau pour faire une tasse de café, en voulez-vous des stats? J'en ai. Finalement, qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Ce qui est le plus dur, soyez. Soyez, ça s'adresse à nous. Ouais. Ça s'adresse à nous, ça veut dire être le changement. Le changement est dans l'action. Être le changement que vous désirez avoir. Mm-hmm. On est encore à l'étape du désir, de l'espoir d'un changement. Ben, j'ai comme l'impression, c'est pas tout le monde, mais l'espoir du changement, là, il faut arrêter d'espérer, puis il faut se manier le derrière. Ouais. Ouais, mais même j'ai entendu ça arrête de l'air, là, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça à la radio l'autre fois qu'il est peut-être même trop tard là, pour, je pense, c'était la couche d'ozone ou c'était pour le réchauffement climatique, les deux, mais qu'on pouvait quand même aider à ralentir, là, mais j'étais comme, ok, mais là c'est triste, là. T'sais, on s'en sac, là, on s'est tellement foutu de la planète pendant des années juste pour des biens matériels, là. On a scrappé la Terre, puis là, ben, il est trop tard. C'est vrai qu'il est trop tard. Oh, absolument, c'est vrai qu'il est trop tard. Bon, les optimistes aimeraient dire, je suis allé voir David Suzuki, we have a small window. On a encore une petite fenêtre d'ouverture. Mais il est trop tard. Pour changer une société, ouais, c'est ça. Ça prend pas 6 mois. À moins. Moi, je dis toujours ça lorsque je témoigne. Ça me fait penser à la grenouille d'Al Gore. Je sais pas si tu as vu le documentaire. Il prend une grenouille, il la met dans l'eau, dans un bocal. Il monte la température, il fait chauffer l'eau. Et la grenouille, l'eau, elle monte. L'eau commence à être chaude. La grenouille, tout va bien. Tout va bien. Il monte, tout va bien. Elle meurt. Elle s'est acclimatée à l'endurance, à l'eau chaude. Après, il fait le contraire. La grenouille est à l'extérieur. Il essaie de mettre la grenouille dans l'eau bouillante. La grenouille se débat. Elle veut pas. Donc, il démontre que on est comme les grenouilles. Ouais. On va s'acclimater à la misère. Tu sais, j'ai entendu un documentaire. Les Chinois, je pense, sont en train de recouvrir les montagnes de toile pour ne pas que la neige fonde. Non, mais. What? Je comprends pas. Oh my God. OK. Où on s'en va comme ça? Mais bon, tout ça pour dire que We Rose, bon, c'est un réseau social où on prône le changement collectif, mais il a fallu que je passe par toutes ces étapes. Bleu, blanc, rouge, LG2, le brand, pour justement avoir ce que nous avons aujourd'hui comme site. Et j'en suis fier, on est dans 228 pays. Je m'attendais jamais à être dans 228 pays. C'est tellement valorisant, gratifiant. Il y a des gens qui m'écrivent au quotidien, qui nous encouragent, lâchez pas. Voilà. Ouais, voilà d'où je viens. La réponse à la première question. Je pense que c'est la plus longue première question. Mais c'est parfait. C'est super le fun. Puis dans tout ce parcours-là, t'as sûrement t'as eu plein de belles expériences, là, mais t'as sûrement eu une expérience qui est allée un peu moins bien, je te dirais, qu'on pourrait dire. Tu penses que ce serait quoi la pire expérience que tu as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis c'est quoi que tu as appris de cette situation-là? Ben, je crois que en tant qu'entrepreneur et que beaucoup d'autres entrepreneurs, si les gens écoutent qui sont entrepreneurs, peuvent ressentir, c'est lorsque nous avons une idée et que la majorité des gens autour de nous nous disent « T'es fou, t'es malade, t'as un job, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu changerais ça pour démarrer ton idée? » Ça, c'est pas facile. Tant qu'à moi, j'avais pas de job, j'ai travaillé pour moi-même depuis longtemps, mais j'ai des amis qui me disaient « Mais Alain, pourquoi tu feras un site comme ça? Voyons. Continue à faire de l'immobilier, continue à flamber, continue à polluer, whatever. » J'ai passé d'un Range Rover Supercharge, c'est le carrosse de la reine, là, genre, comme voiture, hyper polluant, à une
petite voiture électrique. C'est pas ce qui est plus confortable. C'est bien. Et je suis pas mort. Mais le défi, c'est vraiment ça. Moi, je dis toujours aux gens, lorsque je donne des ateliers, il faut pas toujours écouter les autres. Et de un. Et de deux, c'est pas facile, des fois, non pas la main-d'œuvre, mais les consultants. Et mon Dieu, les consultants, c'est pas facile. Ouais. On va toujours trouver des consultants qui vont, ah oui, je peux te faire ci, je peux te faire ça, je peux te faire ci, je peux te faire ça. Et j'aime bien leur demander, est-ce que je peux voir qu'est-ce que tu as réalisé? Et souvent, c'est un projet que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur d'impact social ou on innove, on s'entend là, on est des innovateurs. Chercher quelqu'un qui a fait comme nous, peut-être d'une part de 25% du trajet qu'on doit faire là, comme entrepreneur, correct. Mais si c'est nouveau, il n'y a pas personne qui l'a il n'y a déjà pas fait, personne. Et là, on va dire, oui, mais il y a la mise en marché. Oui, mais il y a beaucoup de boîtes marketing qui ont des vieilles méthodes de mise en marché, qui croient encore que ça fonctionne. Et que oui, ça fonctionne, mais ça coûte 4 fois le prix parce qu'il faut bûcher. Moi, j'ai pas envie. Là. Si j'ai un trou à creuser, tu as le choix de la pelle, tu as le choix de la pépine. Ben, moi, je vais avoir le laser qui va me faire le trou carré puis on va retirer. Tu comprends? Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la preuve, avant, on faisait un post sur Facebook. Wow, on a fait un post. Oh. Après, on s'est dit, hey, ça innove. Facebook, ça fait pas si longtemps là, qu'on peut mettre de la vidéo. Quelques années. On va filmer le ruisseau. Oh, on met du film, on met des vidéos. On filme le ruisseau, on filme un événement pour avoir des likes, des commentaires. Et une coche de plus, ce qui est très populaire maintenant, c'est de se filmer. Et ça, c'est plus moderne. Et encore une coche de plus. Les entrepreneurs aux États-Unis, il y en a quelques-uns, ils sont suivis par dizaines de millions de personnes. Ils ont des caméramans qui les suivent toute la journée, du matin à la brosse à dents jusqu'au soir au dodo pyjama avec des Mickey. Gary Vaynerchuk, par exemple. Ouais. Ça, c'est du marketing. Ça, pour moi. Ben, ça en est. Ça en est. Donc, si j'ai un conseil, sélectionnez bien votre agence, voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, lorsque j'avais mes restaurants, j'avais le représentant qui venait du bureau chef. Vous allez tout comprendre. Il venait dans mon restaurant et il me disait quoi faire, comment faire. J'acceptais parce qu'il venait du bureau chef. J'avais pas le choix. Mais à un moment donné, je lui disais, je pense que tu te concentres pas sur les bonnes choses. C'est pas la façon que je place mes napkins ou mes bols de salade qui va faire entrer les gens. Je pense pas, moi non plus. Lorsqu'ils sont dans le commerce, c'est correct, tu as raison. Mais non, Alain, faut que tu fasses ça. Oui, mais attends, vous comprenez pas, là. J'ai un problème de vente. Il est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il faut qu'il rentre pour commencer. Puis après ça, vous... Et là, je lui ai posé la question comme ça. Je dis, dis-moi, as-tu déjà eu un restaurant? Il me dit oui. Est-ce que tu l'as encore? Il me dit non. J'ai dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? J'ai reçu une lettre du bureau chef. Ah ouais? Absolument. Et qu'est-ce que disait cette lettre? Si c'est pas trop personnel. Là. Je me souviens pas exactement, mais que je dois être un peu poli, moins arrogant. Et moi, je les ai appelés. Je dis, vous m'envoyez quelqu'un qui a eu un restaurant puis a coulé. Correct, il y a de l'expérience. Mais j'aime ça m'entourer des gens qui ont réussi. Et c'est tout à fait... Un entrepreneur, même si tu n'as pas réussi, que tu continues à faire autre chose, tu recommences, c'est ça un entrepreneur. Tu peux avoir des embûches, tu te retrousses les manches et tu recommences et tu fais autre chose. On a tous une histoire, OK, qui n'a pas fonctionné à quelque part. Ça, c'est correct. L'immobilier, j'étais invité à des salons, à des soupers. Et là, je disais, j'ai une condition si j'y vais. Ah, laquelle, Alain? Ben, j'aimerais ça être assis à côté de Cogir, Sentinelle. Mais pourquoi? Ben, parce que
Je suis rendu à 150 portes. J'ai pas envie. C'est pas parce que je veux pas. C'est pas parce que je suis méchant. Celui qui a 6 plex à côté de moi, on parle pas du même langage. Non, c'est ça. Je vais être à une table. Lui, il en a 500. Lui, il en a 1000. Lui, il en a 3000. Wow! Ça, c'est d'écouter, puis d'être sage pour écouter. Puis ça, c'est l'expérience. Bon, la même affaire. Allez donc avec des gens qui ont de l'expérience, non pas un CV, mais qui ont appliqué les choses qu'ils disent. Un CV, là. J'en ai des histoires, là. J'ai déjà engagé quelqu'un qui avait une maîtrise en marketing, là. Oh mon Dieu. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Une maîtrise en marketing. On a passé au travers de tout la marque, le territoire de la marque. Je me souviens un jour, il avait fait un post sur WeRose, c'était sa responsabilité, un chien et un chat qui dort, et là, il souhaitait « Bon week-end à tous ». Puis là, j'ai dit à la personne en question, je dis « Écoute, j'aime pas ton post ». C'est un Français, il dit « Oui, mais en agence, ça fonctionne bien, non, non. » Je dis « Non, mais t'es pas en agence ici. » Je dis « Premièrement, t'oublies une chose. Mets-moi un chien qui liche son maître parce qu'il sort du feu. Mets-moi un chat qui est en train de faire... » On est héros ici. C'est WeRose. Sors-moi de quoi héroïque, mais non pas un chat, un chien qui dort comme ça. T'sais, il faut que ça reprenne. Une maîtrise en marketing, on s'entend. Mais bon, voilà mes conseils de bien s'entourer, toujours bien s'entourer. Mais c'est clair. Mais ça, c'est une autre chose. J'ai souvent entendu que le monde qui sort, mettons, de l'université, comparé à ceux qui ont une technique, ceux de la technique sont meilleurs d'habitude parce qu'ils ont justement appliqué ce qu'ils ont appris. Ceux souvent à l'université, t'as la théorie, puis même t'as des profs. Ça, c'est pas si c'est vrai, là, mais le monde dit souvent que les profs, c'est du monde qui ont pas eu de succès, genre, en entreprise, c'est pour ça qu'ils sont devenus profs. Mais ça, je trouve ça un peu poche, là. Il y en a des bons profs, là. J'étais dans un colloque à Paris. Un colloque de l'université. Et puis, c'était le titre du colloque, l'application de la connaissance sur le territoire. OK. Aïe. Hyper intéressant. Et les Français, ils ont du caractère. Je me souviens, il y avait toute une panoplie de professeurs et il y avait une personne dans l'audience, peut-être 5-6 personnes, qui lâchaient vraiment pas d'une semelle les professeurs. Et là, je me souviens, la Française a dit « Mais non, vous répondez pas à la question. Pourquoi? À l'université, au lycée, nous apprenons pas à appliquer la connaissance sur le champ. Non. » Je me souviens, le prof « Bon, vous savez, ici, le champ de la connaissance n'est pas enseigné d'une part parce que nous n'avons pas... » Non, mais vous répondez pas. Et oui, parce que c'était justement le débat et l'enjeu. Tu apprends quelque chose maintenant. Écoute, apprendre à nager dans un livre, là, ça marche pas. Ça marche pas apprendre à nager dans un livre. C'est impossible. La meilleure sensation, là, c'est lorsque un requin te court après. Mais un vrai requin. Et si tu te mets dans une piscine, ça me fait penser au marché à Trois-Terres, c'était marqué « Venez pêcher votre poisson ». Ben oui, ils avaient mis une grosse piscine avec des poissons. Tac, tu mettais à la ligne, ça sortait. C'est trop facile. Ben ouais. Mais le champ de la connaissance, l'application de la connaissance sur le territoire, c'est super important. Et oui, trop souvent, il y a des gens qui l'ont pas. J'ai fait affaire avec une autre firme de marketing ici. Ils me reviennent avec une proposition. Je dis, êtes-vous sérieux, là? Ils voulaient mettre une banderole sur le pont Jacques-Cartier. Pour WeRose? Pour WeRose. Ah, wow. OK. Êtes-vous sérieux? Et après, je me souviens, pour terminer sur ce sujet, on m'a dit, Alain, tu sais quoi? On a trouvé vraiment comment faire. OK. Allez chercher des gens sur Facebook pour adhérer au groupe. OK. Ça n'a pas marché. Et là, on me rappelle, j'étais rendu à 5, 6, 7 000 $ de dépenses avec eux. Tu sais, je dis là maintenant, j'aimerais qu'on fonctionne d'une autre façon. Il dit comment? Tu veux me proposer quelque chose? Il dit oui, parce que là, on a trouvé vraiment comment faire. OK.
Je dis, tu sais ce qu'on va faire? Moi, si ça marche, je vais te payer 30% de plus. Si ça marche pas, t'es certain de toi? Il dit oui, mais si ça marche pas, j'ai rien à payer. Parce que je t'ai payé l'autre jour puis j'ai 0 résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont accepté. 0 résultat. Ils sont disparus par eux-mêmes. Ah ouais? Oh my God. Et je ne dirais pas c'est qui, mais ils sont très présents sur les réseaux à Montréal. Ah ouais? Absolument. Oh God. Absolument. Ouais. Mais ça, de plus en plus, tu sais, je n'aimerais pas de nom, moi non plus. Mais j'ai un ami qui fait affaire avec une firme, puis lui, son projet, c'est d'aller... je vais pas aller trop dans les détails non plus, mais le projet de mon ami, c'est ce qu'il vise, c'est des propriétaires d'entreprises. Puis là, ils font des pubs Facebook, puis il y en a aucune que l'audience, le but, c'est de cibler des propriétaires d'entreprises. Je suis comme, mais pourquoi? Il me semble que ça serait un des affaires principales, là. Littéralement, ils flambent l'argent, là. Ils pêchent l'argent par la fenêtre parce que il y a plus le 3/4 du monde, si c'est pas plus, ça les touche pas, là. Oui, au début, tu peux en servir pour avoir une audience plus large, puis après ça, rapetisser, mais à un moment donné, là, ça fait déjà une couple de mois que ça roule, puis tu sais, il y a quand même une entente, là, tu sais, fait que ça coûte pas trop cher, là. Mais je suis comme, ok, mais tu sais, il faut, ça a pas d'allure, là, tu sais, justement, tout le monde peut s'improviser, tu sais, même moi, j'ai acheté une formation sur la pub Facebook, puis il faut que je pratique, là, justement, j'ai un peu un manque, pas de confiance, mais tu sais, j'ai pas assez d'expérience, fait que je me sens toujours un peu mal d'aller vendre à du monde. Fait que je me dis, justement, je veux pas que ça fasse ça, puis que je vende, puis que finalement, j'avais pas de résultat, parce que tout le monde peut créer une pub Facebook, mais si t'as fait pas ou promouvoir un post, mais c'est pas la bonne façon, là. Écoute, moi, j'avais une firme qui était spécialisée dans les ads. OK. All right. Je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? Combien? On s'était entendu à 1,50 $, excusez-moi. Le ad, je m'y connaissais pas. J'ai commencé, j'ai essayé. Les autres faisaient de leur part le travail. Et j'arrivais à 80 cents. 70 cents. Donc, on a arrêté. Puis, il est encore winner pour les compagnies d'assurance, là. On s'entend, les compagnies d'assurance, ils doivent charger 2-3 $. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait affaire avec une autre firme, vraiment spécialisée dans les ads. Buzz total. Et là, on a signé une entente pour 50 cents. OK. À 50 sous. Tu vas me chercher du monde, moi, je te paye 50 sous. Pendant ce temps-là, ça faisait... N'oublions pas là, que j'ai fait du day trading, tout ce qui est plateforme compliquée, j'adore. J'adore. CyberTrader, c'est les plateformes pour trader, là. Facebook, autant, je le connais. J'ai étudié Facebook, j'ai travaillé sur Facebook, peu importe. Pas à leur entreprise, mais... Et à un moment donné, j'ai réussi à avoir des ads à 30 cents, 18 cents, 40 cents. Les grosses compagnies aux États-Unis, il y en a des grosses qui font que ça, des ads. Je leur ai envoyé mes rapports de Facebook. Ils ont jamais été capables de les accoter. Hey boy. Et là, la réponse est que, oui, Malin, c'est probablement parce que tu passes beaucoup plus de temps que nous. Mais oui, c'est parce que c'est ça, un bébé. Là. Il faut, bébé, tu peux pas le laisser tout seul. Ouais. Je suis pas le genre de client pour eux. Et les entrepreneurs qui n'ont pas de budget, ben je vous dis, là, plantez-vous le nez dans Facebook, étudiez-le, faites faire des tests, faites-les vous-même. Mettez Facebook au défi. On s'est fait bloquer combien de fois? Ah ouais? Bloquer, couper. Sincèrement, là, on a créé des comptes, on a monté des profils d'autres comptes parce qu'on se prédait. On a un Excel puis on est accepté dans 5000 groupes et plus dans Facebook. On a la permission de publier dans 5000 groupes et plus. Boy, OK. Et ça, comment est-ce qu'on a fonctionné? C'est Christelle aux Philippines à 4,50 $. Elle nous est allée nous chercher des groupes, puis on a plusieurs profils, puis on a monté. Et c'est pas vrai qu'avec Facebook, il y a une façon de monter un profil sans qu'ils savent que t'es pas une vraie personne. Après, on utilisait Slack social. Avec Slack, là, 100 posts par jour au maximum. OK. Si t'en fais 150, il va te bloquer, puis après ça... Et on réussissait à en faire au moins 600 par jour, dans des groupes différents. OK. Et comment est-ce qu'on a fait? C'est pas les groupes, c'est pas les faux profils, parce qu'après, Facebook, il va remarquer, il va constater ton adresse IP. Ouais. Fait que,
Un est au McDonald's, l'autre est à un autre endroit. Oh On my était God. tous à des endroits différents pour 1 heure. Ça part, Slack, et on revient. Puis la personne qui revenait au bureau, notre employé, n'avait pas la permission d'ouvrir son profil, qui était un faux profil, Voilà, à partir du bureau. à partir d'ici, parce que Facebook était pour reconnaître l'adresse IP. Oh my God. Ouais. Donc, pour en arriver là, on s'est fait bloquer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, whatever. Pas un mois, mais ils disent 1 mois, puis après ça, Bloquer quoi, la page ou le compte de la personne? le compte. OK. Complet, au complet le compte. Ouais. C'est bon. Facebook, excusez-moi, là, c'est une putain de Facebook. C'est clair. Voilà. Oh my God. C'est maintenant la fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se retrouve demain pour la deuxième partie.